Bonjour, je m'appelle Ketsovan Var et je suis actuellement en première année de doctorat et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une thèse. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Alumni. Nous recevons aujourd'hui Ketsovan Var, un doctorant de première année qui a suivi un parcours CAPT à Sorbonne Université. Bonjour Ketsovan et merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Je te laisse du coup te présenter, de nous parler un peu de ton parcours, de ta formation, de tes stages et de ton sujet de thèse. Alors du coup, moi je m'appelle Ketsovan Var, donc j'ai effectué ma licence et mon master à Sorbonne Université, anciennement l'UPNC, et du coup j'ai effectué le master de chimie dans le parcours CAPT, donc chimie analytique, physique et théorique. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des stages que tu as pu effectuer en master, en première année, en deuxième année? Alors du coup, moi j'appartiens à la génération Covid, c'est-à-dire qu'en 2019, j'ai pas pu faire de stage à proprement dit, à part de la bibliographie. Par contre, en M2, j'ai eu la chance d'effectuer un stage au LIS, donc un laboratoire à Sorbonne Université, et du coup, j'ai pu étudier les batteries lithium-ion, les batteries conventionnelles, celles qu'on a actuellement dans nos téléphones. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta spécialisation en M2? Alors du coup, niveau spécialisation, donc je suis à la fois à l'interface entre l'électrochimie et les matériaux, c'est-à-dire que j'ai étudié grosso modo tout ce qui était au niveau des batteries, l'électrochimie qui est appliquée au système d'énergie, de stockage, et au niveau des matériaux, forcément, les batteries, vu qu'elles sont à l'interface de l'électrochimie et des matériaux, bah, j'ai pris des matières pour voilà, tout ce qui était matériaux monde durable ou tout ce qui était revêtement de surface des matériaux. Ok. Et est-ce que faire un doctorat était ton projet initial? Alors, pas du tout. La thèse, c'était pas du tout prévu. Clairement pas. Le master en sciences de même, c'était pas prévu. Moi, de base, je voulais être prof, donc dans le secondaire, au lycée. Et finalement, je me suis tourné vers la recherche par pure curiosité. Et au final, bah, quand j'étais en L1, j'avais qu'une envie, c'était de pas de faire une thèse. Et du coup, me voilà dans cette interview. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à être en thèse au final? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire une thèse? Je dirais que au niveau de mon stage en M2, donc c'était quand même de la recherche. J'ai été encadré par un doctorant et donc j'ai pu prendre goût à ce phénomène de, comment dire, bah, de mener des expériences et d'aboutir à quelque chose de nouveau, d'essayer de comprendre, d'analyser les résultats et du coup ça m'a plu. Et ça m'a donné envie de faire une thèse, mais voilà, il y a pas que ces critères qui m'ont attiré dans le doctorat. Pour toi, quels sont les éléments à prendre en compte au moment de choisir une thèse, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau du lieu, au niveau du laboratoire ou au niveau du sujet? Quel est en fait le paramètre ou quels sont les paramètres les plus importants à prendre en compte? Bah ouais, du coup, t'as raison, il y a clairement tous ces points, c'est super important. Dans un premier temps, le lieu, c'est très important. Il faut savoir que c'est un engagement sur 3 ans. Donc, être en France ou à l'étranger, c'est quelque chose qui se réfléchit. Et même en France, par exemple, si de base on est en Île-de-France et si on doit déménager dans le sud, bah, finalement, c'est rester 3 ans un peu loin de ses proches. Donc, c'est un paramètre qui est très important à prendre en compte. Ensuite, au niveau de l'ambiance, ouais, dans un laboratoire, c'est clairement ça qui peut jouer au niveau d'un choix de thèse. Forcément, il faut regarder avec quel encadrant on va être, avec quel collègue on va être, même si, de manière générale, l'ambiance dans un laboratoire, c'est très académique, très étudiant, donc c'est à ce côté très fun, et c'est ce qui est agréable en fait. Ensuite, euh, au niveau du sujet de thèse, c'est très important. Bah, comme je l'ai dit, c'est un engagement de 3 ans. Donc forcément, il ne faut pas aller dans un sujet qui ne nous intéresse pas. Il faut aller quelque chose qui nous passionne. Puisque finalement, la recherche, c'est quand même quelque chose qui est censé nous passionner. L'envie de découvrir des choses. Et du coup, si pendant 3 ans, on s'occupe d'un sujet qui ne nous intéresse pas, bah, ça peut être très vite ennuyeux. Et donc j'ai la chance d'être dans un sujet que j'aime, qui est la batterie. Et comment est-ce que du coup tu as réussi en fait à trouver ta thèse? Quel a été ton cheminement? Comment tu as postulé par exemple? Ou, voilà, comment est-ce que tu as fait tes recherches? Alors du coup, j'ai commencé par regarder au niveau des écoles doctorales. Donc il faut savoir qu'au niveau des écoles doctorales, c'est là où tous les sujets des thèses ministérielles sont postés.
Malheureusement, quand j'y suis arrivé, c'était beaucoup trop tard. Les admissions et les concours étaient déjà passés. Donc c'était à peu près à la période de fin mars. Et du coup, on arrive à un point où il faut rechercher des thèses de manière différente. Donc ça peut être sur des sites comme LinkedIn, des sites comme Indeed, ou encore l'association Bernard Grégory. C'est un site qui va regrouper la plupart des thèses, même des laboratoires et des thèses chiffres. Et donc c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Clairement, il faut y aller parce que c'est là où il y a beaucoup d'offres. Et ensuite, bah, il faut postuler. Et donc, c'est envoyer des candidatures à gogo, on va dire. Et du coup, la particularité de ta thèse, c'est que tu as une thèse CIFRE avec l'entreprise Renault. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui est différent et pourquoi une thèse CIFRE et ouais, ce que tu as à dire par rapport à ça? Alors, globalement, il existe plusieurs thèses. On va dire qu'on a les thèses conventionnelles, les thèses où on a déjà les financements, où du coup, le laboratoire a uniquement besoin de trouver un candidat. Et lorsqu'elle l'a trouvé, eh bien, elle peut, on va dire, lancer son processus de recrutement. Ensuite, on a une autre forme de thèse, c'est une sorte de concours, où du coup, il y a plusieurs financements, on va dire deux financements, mais qui sont attribués à cinq candidats potentiels pour cinq thèses différentes. Et donc, dans ces thèses, ils vont concourir et les deux meilleurs vont pouvoir acquérir leur thèse. On a également d'autres thèses, il me semble, c'est les ANR. Donc, les ANR, c'est plutôt des regroupements où, en général, c'est plusieurs partenaires qui sont pris en charge. Et du coup, ça arrive plutôt vers la fin de l'année. Et ensuite, en différence, on a ce qu'on appelle les thèses CIFRE. Donc, c'est des thèses qui sont en partenariat à la fois avec une entreprise et à la fois avec un laboratoire français. Donc ça, c'est l'État qui a mis en place. C'est pour aider à la recherche et pour pousser finalement au recrutement de nouveaux doctorants. Et du coup, on a une subvention CIFRE qui va permettre à l'entreprise de pouvoir recruter un doctorant. Et ce doctorant va pouvoir travailler dans un laboratoire public. Et du coup, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de faire une thèse CIFRE plutôt qu'une thèse normale? Quels sont les avantages qu'il y a en plus? Alors du coup, j'ai pas choisi la thèse CIFRE. Moi, j'ai choisi le sujet. Donc, comme je le disais précédemment, c'était dans mes critères. La thèse CIFRE, c'était pas mon objectif, mais tant mieux que je l'ai eu, puisque finalement, une thèse CIFRE, ça apporte plusieurs avantages. Donc, le premier, c'est déjà, bah, concrètement, c'est le salaire qui est bien au-dessus de celui d'une thèse ministérielle. Et d'un autre côté, on a aussi on va dire un peu cet entre-deux d'être à la fois dans le public et dans le privé. Donc c'est un pas dans le privé, c'est un pas dans l'entreprise. Et ça permet d'ouvrir des portes plus facilement. Bien qu'une thèse ministérielle a toute sa place, bien évidemment, dans les entreprises ou l'industrie. Mais voilà, il y a cet avantage. Maintenant, pas vraiment en désavantage, mais voilà, il faut savoir rendre des comptes à la fois donc, à l'entreprise et des comptes à la fois au laboratoire. Et voilà. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui hésitent ou qui aimeraient faire une thèse? Dans un premier temps, je dirais qu'une thèse, comme je l'ai dit avant, c'est quelque chose qui se réfléchit, mais que d'un autre, faire une thèse, ça permet un peu de prolonger ce contrat étudiant qu'on a, donc de rester dans cette vie académique et de ne pas être tout de suite dans la recherche d'un CDI, de quelque chose de fixe. Finalement, bien que 3 ans soit long, ça reste que 3 ans. On obtient quand même un diplôme à la fin, ça reste une compétence en plus. Finalement, certains enchaînent des CDD de 2 ans, donc c'est quasiment au même niveau qu'une thèse. Et eux, ils ne ressortent pas avec un diplôme. Donc c'est des choses à prendre en compte. Maintenant, en conseil, forcément, il faut se poser la question, est-ce qu'on aime la recherche? Est-ce qu'on aime tout simplement être dans une impasse? Comment on va réagir? Est-ce qu'on aime la difficulté ou la facilité? Je ne sais pas. Tout dépend des thèses finalement. Et après, il faut prendre plusieurs choses en compte. Dans une entreprise, je ne sais pas comment elle est vraiment la pression ou autre, mais comme je l'ai dit précédemment, en laboratoire, en général, les doctorants sont plutôt... il y a quand même une ambiance fun, malgré qu'il y ait quand même un travail qui soit quand même assez conséquent à faire, comme la rédaction de papier, comme l'écriture de mails, ou bien la pression qu'on se met soi-même. Finalement, c'est un peu ça, je pense. Une thèse, c'est beaucoup de travail sur soi-même. Et du coup, il faut être préparé mentalement. Donc, c'est un peu ça mes conseils que je donnerais. Et également,
Au niveau des conseils pour faire une recherche d'une thèse, moi, je dirais qu'il faut vraiment s'y prendre tôt, ne pas démarrer tard comme je l'ai fait. C'est-à-dire que si vous pouvez commencer par exemple en février, déjà par exemple regarder les annonces sur les écoles doctorales, faut pas hésiter à contacter ses professeurs, parce qu'en général les enseignants, c'est des enseignants-chercheurs qui peuvent avoir également des financements. Donc ça c'est super important euh, de tâter le terrain en fait. C'est un peu ça l'idée. Ok. Et là, tu viens de parler du coup de préparation mentale. Là, tu viens de commencer ta thèse, tu es en première année. Est-ce que tu penses t'être suffisamment préparé mentalement à ce qui t'est arrivé quand tu as commencé ta thèse? Alors, je pense qu'on n'est jamais prêt mentalement à ce qui va nous arriver, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver. Forcément, moi, je me suis plutôt préparé à quelque chose de beaucoup de travail, que ce soit par exemple la recherche bibliographique, ou de me préparer à une impasse. C'est-à-dire que je vais faire des expériences et elles vont aboutir à rien. Ça, c'est une éventualité. Mais disons que ce qui provoque, on va dire, la petite étincelle dans les yeux, c'est que quand l'expérience elle marche, bah là c'est tout de suite un saut de joie, et c'est ce que j'ai pu avoir dans mon stage de M2 et j'espère le retrouver dans mon doctorat durant mes 3 années. Voilà. Ok. Bah, on va se projeter un peu maintenant du coup. Donc là, tu es en première année. L'année prochaine, tu vas entrer en deuxième année de thèse. Quelles sont les compétences que tu penses développer cette année et que tu auras du coup à l'entrée de ta deuxième année? Du coup, au niveau des compétences, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on est à l'université, qu'on va travailler dans des travaux pratiques, par exemple, un truc tout bête, mais la diffraction rayon X, avec l'appareil, on l'utilise peut-être qu'une fois en un seul TP pendant 4 heures. Finalement, on ne peut pas dire qu'on maîtrise l'appareil. Alors que là, dans une thèse, ou du moins pendant ma première année, il est possible que je l'utilise assez fréquemment. Donc finalement, ça apporte de l'assurance, de l'autonomie, au niveau, on va dire, pratique, au niveau des techniques pratiques, la manipulation expérimentale. C'est quelque chose qu'on acquiert déjà lors des stages, mais encore plus au niveau de la thèse. Et je pense surtout c'est de l'autonomie qu'on gagne en thèse, de par exemple savoir analyser ses propres résultats et devoir compter sur soi-même pour pouvoir tout analyser. Même si on est encadré, bien évidemment. L'encadrement est forcément important, puisque ils permettent enfin, les directeurs de thèse ou même les collègues, etc., ils permettent d'apporter un environnement, disons, enfin, ils permettent d'apporter quelque chose de nouveau, un regard neuf, d'apporter une vision globale, ou voir les choses différemment, quoi. C'est à peu près. Du coup, avant ta thèse, tu as fait une licence, puis un master de chimie. Est-ce que tu as connu des échecs pendant ta scolarité et comment est-ce que tu les as surmontés? Alors, à proprement dit, on peut dire que c'est des échecs, bien que je ne veux pas les considérer comme ça. Moi, du coup, j'ai redoublé ma licence 3. Et je la considère pas du tout comme un échec maintenant. Avec du recul, là je m'adresse vraiment à tous les étudiants qui pourraient m'écouter. Clairement, redoubler ou bien changer de voie, c'est pas du tout un échec, c'est juste de l'apprentissage. Moi, je vois plutôt comme dans ma première L3, je me suis rendu compte que je voulais faire des batteries, que je me suis donc fixé un objectif, donc c'était de rejoindre le master, donc j'avais pas le niveau. Et du coup, c'est un peu comme un fossé. Si voilà, tu as un fossé, du coup j'étais au fossé et j'ai décidé de reculer pour mieux bondir. C'est exactement la vision que j'ai et que j'ai envie de partager à tout le monde. C'est pas du tout quelque chose de contraignant ou d'un échec. C'est même encore mieux. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie. Donc là, on est sur la chaîne YouTube de l'association étudiante ACIDSU. Donc tu as fait partie de cet asso. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pourquoi est-ce que ça a été important pour toi? Donc oui, j'ai fait partie de l'association ACID en tant que président. Et donc ça m'a apporté, on va dire, deux types de compétences. Des compétences, on va dire, sur le plan humain et des compétences plutôt techniques. Donc sur le plan humain, c'est savoir sociabiliser avec des gens, savoir interagir avec eux. C'est des choses qui, forcément, c'est pas forcément, disons, évident pour tous. Quand j'ai rejoint l'association, j'étais pas forcément le plus ouvert, ou du moins j'étais plutôt timide. Et être dans l'association, ça permet de faciliter les échanges entre membres, par exemple.
Et du coup, bah, au quotidien, bah, ça me facilite également mes échanges avec, je sais pas, je dirais les enseignants ou autres. Et sur le plan technique, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, être responsable, c'est quelque chose qui est pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'université. Après, on a plusieurs choses comme savoir gérer des événements, organiser, savoir rédiger, savoir écrire des mails. C'est quelque chose de bête, mais beaucoup d'étudiants ne savent pas écrire des mails, ne savent pas utiliser les codes. Et du coup, quand on est, on va dire, on représente une entité, donc acide, eh ben, il faut savoir peser ses mots, il faut savoir communiquer. Et je dirais que ce que j'ai le plus appris, c'est vraiment le côté sociable, de savoir gérer des gens. Donc le management, c'est quelque chose qui est, bah, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université, ou du moins dans la fac de chimie. Et d'avoir cette opportunité de pouvoir développer ces genres de compétences en parallèle de mes compétences chimie, bah, ça apporte un plus. Et l'association, en plus de, on va dire, tous ces gains, c'est surtout bah, beaucoup de partage, beaucoup de rire euh, et également bah, de la fierté, on va dire, de savoir organiser des choses. Quand on organise des rencontres entre des étudiants ou bah, dans mon cas, quand j'ai organisé une rencontre plutôt virtuelle pendant la période du confinement du Covid, bah, quand on essaye de mettre en lien avec toute l'association, quand on essaye de mettre en lien les enseignants, les étudiants puis l'université de manière générale, bah, c'est très gratifiant. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire partie de cette association? Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé un peu de responsabilité et surtout, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté d'en être le président? Euh, du coup, je vais plutôt ramener ça à la thèse. Clairement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Un truc tout bête, quand on postule aux thèses, forcément, on va effectuer des entretiens. Donc, des entretiens, il faut savoir, on va dire, parler. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, bah, grâce à l'association, quand tu organises des événements où que tu dois parler devant une centaine d'étudiants, bah, devoir parler devant deux recruteurs, c'est déjà plus simple, plus facile. Il y a moins d'appréhension. Et il y a une facilité de dialogue qui s'effectue et qui se ressent. Et également, je dirais que quand tu as deux profils étudiants qui veulent faire la même thèse, où ils ont un niveau équivalent, eh bien, ce qui va jouer, c'est un peu la personnalité bah, du candidat ou également ses expériences. Et donc, quand au niveau technique ou au niveau chimique, on a un niveau équivalent, bah, si d'un autre côté, enfin, du coup, dans mon cas, si j'ai, on va dire, ce côté de connaissance, de responsabilité, de savoir communiquer, bah, finalement, ça apporte un plus à la candidature. Et donc, ça différencie. Et du coup, si je devais m'adresser à tous les étudiants, encore une fois, je vous incite vraiment voilà, à faire partie d'une association parce que ça apporte tellement de choses positives. Également, ce que ça m'a apporté en tant que président, bah, finalement, quand on est en contact avec beaucoup d'enseignants ou même la direction du master, ça apporte un réseau. Et ce réseau peut jouer dans sa recherche, peut vous aider dans vos démarches, etc. Donc voilà. Et du coup, là, dans 3 ans, tu vas finir ta thèse. Donc, où est-ce que tu te vois après? Eh ben, c'est une question plutôt difficile à répondre. Bah, comme je l'ai dit, je suis en thèse chiffre, donc je suis à la fois dans l'entreprise et à la fois dans le public. Moi, j'ai quand même un objectif, c'est d'être entre guillemets maître de conf pour pouvoir à la fois faire de la recherche et enseigner. Avoir cette double casquette, finalement, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu moins répétitif. Mais du coup, dans 5 ans, bah, je pense pouvoir, j'espère continuer à faire de la recherche. Mais disons que si j'ai l'opportunité d'avoir un CDI à la sortie de ma thèse, c'est quelque chose que j'y réfléchirai. Même si, du coup, ça serait un peu oublier ton envie première d'être enseignant. Bah, disons que dans des CDI, dans certaines entreprises, on a toujours la possibilité de donner des cours ou des séminaires. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Maintenant, je prends les choses comme elles viennent et pour le moment, la première chose qui me vient, c'est la thèse. Donc voilà. Donc, se focaliser sur le présent plutôt que de penser déjà au futur qui est dans quelques années.
On pourrait dire ça. Eh bien, merci beaucoup Ketsovan pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à nos étudiants de Sorbonne Université? Bah, du coup, ce que je voudrais dire aux étudiants, c'est clairement, il faut aller dans une voie qu'on aime. C'est-à-dire que dès que vous avez trouvé ce que vous avez envie de faire, il ne faut pas hésiter à vous lancer dedans. Si vous vous rendez compte aussi que la chimie, bah, vous ne plaisez pas dedans, il ne faut pas hésiter non plus à changer de voie. Il faut vraiment faire les choses qu'on aime. Moi, j'ai eu la chance de trouver ma voie, donc c'est les batteries. Et bah, je suis fier de dire que voilà, les batteries, c'est ce qui me donne de l'énergie.